Bonjour à tous et bienvenue dans la lecture analytique du texte 10. Donc je vais commencer le texte 10, donc c'est un deuxième texte sur l'œuvre La peau de chagrin d'Honoré de Balzac. Et après, dans un grand troisième, le texte 11, puis le texte 12, ce sera, comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, dans la vidéo réalisée précédente, ce sera sur Germinal d'Émile Zola, ce sera l'œuvre complémentaire sur le roman, le thème, le roman d'énergie. Parce qu'il y avait les théâtres des mensonges, comédies, etc. Ça, c'était pour le théâtre, le thème. La comédie sociale, ça, c'est pour la littérature lisée. Et là, c'est les romans d'énergie pour le roman. Et après, il y aura la poésie, on verra le thème. Ça sera plus une surprise. Ce sera le thème d'après. Alors, je vais commencer. Donc, je vais diversifier un petit peu l'introduction, malgré le fait que ça reste la même. Parce que globalement, c'est encore l'œuvre La peau de chagrin, mais il faudra un peu diversifier avec d'autres éléments. Malgré le fait que voilà, le titre, la date, l'auteur, quelques éléments de la vie de l'auteur, etc., ça reste les mêmes. La peau de chagrin. La peau de chagrin est un roman d'énergie, donc du genre du roman, comme j'ai dit, composé en 1831 par Honoré de Balzac. Honoré de Balzac est un grand écrivain de la première moitié du 19e siècle, un grand écrivain, entre parenthèses romancier, qui a eu une enfance assez difficile. En effet, il n'était pas tellement aimé de sa mère, il était forcément jaloux de son frère, qui lui était, comparé à lui, plus aimé. Et Honoré de Balzac a démarré un internat dès le primaire, donc il était assez abandonné de sa famille. Il a été destiné par ses parents à des études de droit, cependant lui portait plus d'intérêt pour la littérature. C'est pourquoi il a approfondi cette carrière littéraire. Ses premières œuvres qu'il écrivait n'eurent pas beaucoup de succès. C'est assez difficile pour lui, encore une fois. Néanmoins, à partir de l'œuvre qu'il a créée, notamment donc, La peau de chagrin et la comédie humaine, c'est important, la comédie humaine, le genre de la comédie humaine, son œuvre, cette idéologie lui a attiré un grand succès, et c'est pour ça qu'il est connu encore aujourd'hui. Et donc dans l'extrait, dans l'œuvre, comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, l'œuvre raconte l'histoire d'un jeune garçon, Raphaël de Valentin, qui est un peu perdu au début de l'œuvre, qui a envie de se suicider, et qui découvre sur le chemin de suicide, entre guillemets, un magasin, une vieille brocanterie, où il fait la connaissance d'un antiquaire, qui prend un peu le rôle d'un vieillard un peu sage, d'un sage, qui apporte une morale en lui présentant un objet assez particulier qui lui portait l'intérêt, enfin, par lequel Raphaël était intégré. C'est un talisman, donc c'est un objet un petit peu précieux, particulier, qui est une peau de chagrin, donc une peau d'âne, qui a le pouvoir un petit peu magique, mais dans le sens péjoratif, on pourrait dire maléfique ou dangereux, de réaliser des souhaits. Mais en tout cas, il l'a présenté dans le texte précédent comme dangereux. Donc voilà, donc ça c'était pour l'introduction. Et en fait, on va voir qu'il va bien l'acquérir, hein, pour dévoiler un petit peu, il va acquérir cette peau, il va devenir le propriétaire, il va faire l'acquisition. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois qu'il réalise un souhait, son espérance de vie diminue. Mais comme indique un souhait, c'est quelque chose de positif généralement qu'on souhaite. Il aurait pu souhaiter que la peau l'aide à le suicider, mais heureusement, il a pensé à autre chose, il a changé de fil, et il a souhaité plusieurs choses, notamment trouver une femme, il me semble, une belle femme, aussi de marier l'antiquaire à une femme, pour le remercier un peu, il me semble, et aussi, il y en a plein d'autres, hein. À la fin de mourir avec Pauline, quelque chose comme ça, ou en relation avec Pauline. Il y a eu le souhait pour une fête, avoir un banquet, une fête, quelque chose d'assez festif, etc., etc. Donc voilà. Et donc dans le texte qui fait l'objet de notre étude d'aujourd'hui, nous sommes dans la partie Une femme sans cœur, avec l'extrait où Rastignac, qui est un vieil ami de Raphaël, donc Eugène de Rastignac, présente un petit peu Paris à Raphaël. Il présente un peu la vie parisienne, la vie mondaine, la vie sociale de Paris, et pour ensuite lui présenter une femme du nom de Fédora, une femme assez célèbre, mais, qui a son caractère, c'est le cas de le dire. Et on pourrait comparer presque avec le caractère de la Bruyère. Enfin, on pourrait comparer au Menteur de Père Corneille, où il y a une introduction à Paris, faite par Cléton, entre Cléton et Dorante, pour faire une petite référence, première référence. Et deuxième référence, quand il décrit le portrait un peu de Féodora, on pourrait penser au portrait des caractères de la Bruyère. Voilà, c'est des petites des anecdotes comparatives, des petites références qui créent des liens en fait entre toutes les œuvres que l'on étudie. Voilà, je vais à présent passer à la lecture du texte de manière complète. Alors, je vais commencer. Je te présenterai dans une maison où va tout Paris, notre Paris à nous, celui des beaux, des gens à millions, des célébrités, enfin des hommes qui parlent d'or comme Chrysostome. Quand ils ont adopté un livre, le livre devient à la mode. S'il est réellement bon, ils lui ont donné quelques brevets de génie sans le savoir.
Si tu as de l'esprit, mon cher enfant, tu feras toi-même la fortune de ta théorie, en comprenant mieux la théorie de la fortune. Demain soir, tu verras la belle comtesse Fouedora, la femme à la mode. J'en ai jamais entendu parler. Tu es un cafre, dit Rastignac en riant. Ne pas connaître Fedora, une femme à marier qui possède près de 80 000 livres de rente, qui ne veut de personne ou dont personne ne veut. Espèce de problème féminin, une parisienne à moitié russe, une russe à moitié parisienne. Une femme chez laquelle s'éditent toutes les productions romantiques qui ne paraissent pas. La plus belle femme de Paris, la plus gracieuse. Tu n'es même pas un cafre, tu es la bête intermédiaire qui joint le cafre à l'animal. Adieu, à demain. Elle fit une pirouette et disparut sans attendre ma réponse, n'admettant pas qu'un homme raisonnable pût refuser d'être présenté à Fouedora. Comment expliquer la fascination d'un nom? Fouedora me poursuivit comme une mauvaise pensée avec laquelle on cherche à transiger. Une voix me disait « Tu iras chez Fouedora ». J'avais beau me débattre avec cette voix et lui crier qu'elle mentait, elle écrasait tous mes raisonnements avec ce nom, Fouedora. Mais ce nom, cette femme, n'était-il pas le symbole de tous mes désirs et le thème de ma vie? Voilà pour la lecture du texte. À présent, nous pouvons nous demander à travers ce texte, donc comment à travers ce portrait, donc ce portrait que dresse Rastignac, Balzac préfigure-t-il la relation entre Fouedora et Raphaël? Donc autrement dit, comment à travers le portrait que dresse Rastignac, que présente Rastignac à propos de Fouedora, Balzac, donc Honoré de Balzac, ou on pourrait dire Rastignac, préfigure-t-il, donc autrement dit, introduit-il la relation qu'il va y avoir entre Fouedora et Raphaël. Donc une relation, bon, généralement une relation amoureuse, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est une relation amoureuse, Il peut y avoir une relation amicale, une relation justement où deux personnes se détestent. C'est une relation, on va dire une relation avec un grand R, d'un point de vue général, entre guillemets. Et donc, donc là, il y a 3 mouvements qu'on peut distinguer. Le premier mouvement des lignes 1 à 5, donc la vision du Paris mondain du 19e siècle. Donc la vision du Paris mondain qui nous est présentée, qui nous est introduite par Eugène de Rastignac. Ensuite, le deuxième mouvement des lignes 6 à 13, le portrait de Fedora tracé par la conversation entre Rastignac et Raphaël, essentiellement présenté, peint, dressé par Rastignac. Et enfin, le troisième et dernier mouvement des lignes 14 à la fin, jusqu'à la fin, le monologue intérieur du personnage principal qu'incarne Raphaël. Donc, qui est Raphaël? Raphaël, de Valentin, c'est bien le personnage principal. Il a un monologue inférieur par le nom Fouedora, comme on va se contenter à la fin, par cette fascination de la belle Fouedora que Rastignac lui a un peu présentée, mais de manière à l'influencer. Nous pouvons donc commencer la lecture, qui commence elle-même par les premiers mouvements, qui commence lui-même à la ligne 1 par le futur simple indicatif « je te présenterai ». Donc il y a une idée un peu présentatif, « je te présenterai », voilà, au futur simple indicatif, introduit par les pronoms relatifs « je », qui nous montre ici que c'est Rastignac qui initie Raphaël à la vie mondaine. La vie mondaine, pourquoi? Parce qu'on parle de la ville de Paris, qui est quand même la capitale de la France, pour le petit détail. C'est connu, mais voilà. C'est généralement les mondanités à l'époque se passaient surtout, donc ça c'est à l'époque des rois, donc à la cour du roi. À cette époque, les mondanités, c'était dans les quartiers un peu bourgeois ou encore un peu aisés de la ville de Paris, les faubourgs, etc. Même les lieux assez connus, et les grandes places dans les grands cafés. Il y avait moins encore les châteaux, salons, etc. Mais il y avait quand même des lieux importants, des lieux de rassemblement, des lieux sociaux, des lieux mondains. Et donc Rastignac l'introduit ici. Et donc il y a le groupe nominal qui suit dans une maison, qui est sujet de la conversation. Je te présenterai où, c'est dans une maison, donc dans une maison c'est complément circonstanciel de lieu. Suivi du lieu où est cette maison, comme je l'ai dit, c'est Paris. Où va-t Paris? Et il y a un effet un petit peu excessif, une hyperbole, l'expression qui suit tout Paris. Ça dénote une hyperbole qui accentue la présence du lieu. Tout Paris va pas dans une maison. C'est pour ça que c'est un peu hyperbolique, c'est excessif, c'est exagéré, évidemment. Et donc là, et c'est le le pronom indéfini tout Paris suggère ici que c'est l'endroit, donc l'endroit on pourrait dire avec un E majuscule, où se trouvent justement les personnes les plus notables, les plus comptables, dans le sens les plus admirables, qui sont à Paris. C'est pour ça qu'on parle de la vision d'un Paris mondain. À Paris, il y a des personnes aisées. Ensuite, à la ligne 2, on s'intéresse, donc on détaille plus, Rastignac détaille plus, et maintenant parle un petit peu de l'intérêt économique, puis on va voir ensuite l'intérêt réflexionnel, on pourrait dire, de la réflexion
Donc, par exemple, là, l'intérêt économique, c'est introduit par la proposition subordonnée relative, donc la PSR, proposition subordonnée relative, qui parle d'or comme chrysostome à la ligne 2. Donc, c'est-à-dire qu'il compare les hommes à Chrysostome, c'est-à-dire qu'il y a des hommes qui parlent d'or comme Chrysostome, c'est-à-dire que dans ce Paris mondain, un des sujets de conversation, ça va être de parler de la richesse, parler de l'or, puisque justement, dans les mondanités, c'est des gens assez aisés, assez généralement des bourgeois, des nobles, voilà, qui peuvent être assez aisés d'un point de vue financier, et qui parlent de ça, qui parlent de leur richesse, qui mettent en avant leur richesse. On pourrait penser, par exemple, en comparaison avec l'œuvre de la Bruyère, à la famille Sagnon qui met en valeur leurs armoiries, à Giton, qui, comme on sait qu'il est riche, il se met en avant son caractère, sa puissance, entre guillemets, sa manière de s'imposer, etc. Voilà, en fait, la richesse, elle est mise en avant dans les conversations mondaines, autant à l'époque des rois, comme le dénonçait la Bruyère, que là, comme le décrit Balzac dans son roman. Évidemment, il y a quand même environ 1 à 2 siècles d'écart, il y a 2 siècles d'écart. Mais, enfin 2, même quasiment 3, enfin. Parce que la Bruyère, on est plus au 17e, là on est au 19e, donc voilà, on va dire 2. Voilà, mais malgré 2 siècles d'écart, il y a des idées qui restent semblables ou des idées qui se poursuivent. Voilà, l'idée notamment de l'argent. Ensuite, il y a l'idée un peu intellectuelle, comme je disais, par rapport à la littérature, au livre. En effet, il y a la proposition subordonnée de temps, enfin, proposition subordonnée conjonctive circonstancielle de temps introduite par le complément circonstanciel de temps quand ils ont adopté un livre, le livre devient à la mode. Ça signifie un petit peu la puissance, enfin, pas vraiment la puissance littéraire, mais il y a quand même une puissance. Le fait de dire que quand ils adoptent un livre, quand ils prennent un livre, le livre devient à la mode, c'est pas, en soi, c'est pas le livre en tant que tel qui obtient cette réputation, c'est parce que ce sont des personnes aisées et peut-être qui ont la manière, l'art, peut-être qu'ils maîtrisent l'art de la rhétorique, que c'est éloquent pour en parler, que le livre devient à la mode. Et c'est ça qui est important d'avoir à l'esprit. Donc voilà pour cette PSR et puis cette idée un petit peu de la littérature. Pas cette PSR, excusez-moi, c'est cette proposition conjonctive circonstancielle, donc c'est cette PCC. Ensuite, nous continuons. Nous nous retrouvons donc à la ligne d'après, à la ligne 4, par la condition « si tu as de l'esprit », s'adressant à Raphaël par l'apostrophe « mon cher enfant ». Donc c'est « mon cher enfant » en parlant de Raphaël. Donc ils sont amis, mais comme Rastignac emploie l'expression « mon cher enfant », s'ils étaient amis le même âge, ils ne se parleraient pas comme ça. Donc je pense qu'ils sont amis, mais il y a quand même une différence d'âge entre Rastignac et Raphaël. Rastignac doit être forcément plus grand en toute théorie et logique que Raphaël. Et donc la condition si tu as l'esprit, mon cher enfant, suivi du futur symbole indicatif fera, ça indique un petit peu l'idée de... C'est un peu une idée prophétique, c'est un peu le destin, entre guillemets, qu'annonce Rastignac envers Raphaël. Il y a ensuite l'emploi, donc l'usage d'un chiasme qui est opéré par, je cite, la fortune de ta théorie ou la théorie de la fortune. Donc un chiasme, c'est une répétition de deux termes inversés. La fortune de ta théorie, la théorie de ta fortune. Donc il y a deux fois, enfin il y a la répétition, on va dire, anaphorique du terme théorie et fortune, mais inversé. La fortune de ta théorie ou la théorie de la fortune. Et c'est ce chiasme suggère deux interprétations. Le premier, c'est un symbole de chance, donc c'est-à-dire la fortune, elle s'obtient un peu par la chance. En fait, il y a deux sens qu'on peut distinguer. Voilà, donc il y a bien de la chance. Et le deuxième sens, c'est la réussite. Donc soit on peut être riche par la chance, par exemple d'un point de vue actuel, en jouant à Euro-Million, ou en gagnant à des lotos, à des tombolas, ou à des jeux, je sais pas quoi, on peut gagner de l'argent, ça c'est la chance. Ou si par exemple Raphaël se marie avec Fedora, et que Fedora lui donne son héritage, ou je sais pas quoi, ou il partage, ça c'est de la chance. Par contre, le deuxième moyen, la théorie de ta fortune, c'est plus l'idée de gagner de l'argent par la réussite, justement par le travail, par soi-même, gagner de l'argent soi-même, par un travail qu'on aura fourni, etc. Donc c'est sa théorie. La fortune de sa théorie, c'est que il va gagner de l'argent par la chance d'une théorie. Enfin, voilà, c'est la fortune. Il a d'abord l'argent, entre guillemets. Tandis que la théorie de la fortune, c'est sa théorie à lui qui va lui rapporter l'argent. Donc c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit.
Enfin, il y a bien ces deux sens, mais c'est plutôt inversé. C'est-à-dire que la fortune de ta théorie, c'est lui qui a fait sa théorie. Donc c'est comme ça qu'il va gagner de l'argent. Donc c'était plutôt le fait qu'il gagne de l'argent par la réussite, c'est pour le premier, la fortune de ta théorie. Tandis que la théorie de la fortune, c'est une théorie qui fait sur la fortune, donc c'est plutôt la chance. Voilà, c'est pour la précision. Donc voilà pour cette première partie, ce premier mouvement. Voilà, c'est mieux de dire mouvement texte. Et maintenant, nous entrons par conséquent dans le second mouvement, qui, je le répète, est le portrait de Fodora, qui est dressé, présenté par la conversation entre Rastignac et Raphaël, plus précisément Rastignac, qui nous met en valeur, qui nous fait l'éloge de Fodora en nous la présentant. La deuxième partie est donc introduite par l'adverbe de temporalité, l'adverbe temporel demain suivi soir, donc demain soir, les deux adverbes, qui indique un nouveau moment. Il y a un écart d'une journée. Et il indique qu'est-ce qui se passera par l'usage du verbe conjugué au futur simple verra, qui indique l'action de voir, et voir qui, ou quoi, là c'est qui en l'occurrence, la belle comtesse Fouedora. Et donc elle est déjà mise en valeur par l'adjectif belle, donc il la met déjà en valeur dans sa beauté, puis ensuite son titre de noblesse, comtesse, et ensuite il précise la femme qui est comment, la manière dont elle se tient à la mode. Le nom commun mode accentue, agrémente l'éloge que fait Rastignac de Fodora. Et aussi l'adverbe du coup demain soir, je reviens juste avant, ça va indiquer à quel moment, entre guillemets, à quel moment Raphaël pourra faire la connaissance de Fodora. On parle bien d'un échange, hein, parce que là au début on avait la présentation faite par Rastignac, et ensuite Raphaël intervient. C'est comme dans le texte précédent. Dans le texte précédent, il y avait le dialogue, le discours réalisé par le vieillard, l'antiquaire, qui prend ensuite la posture d'un sage, où il présente la peau. Et ensuite, au milieu, il y avait Raphaël, du coup, qui était inconnu, on ne le connaissait pas encore, qui accède à la parole en le coupant, en l'interrompant, en lui posant la question de savoir s'il avait déjà testé la peau. Et ensuite, l'antiquaire lui répond en disant non, il exprime pourquoi, il développe, et puis ensuite il apporte sa morale. Ouais, là c'est pareil, là au début Rastignac qui présente un petit peu Paris, la vision mondaine à Raphaël. Voilà, il n'y a pas moins de dialogue. Et là, enfin, dans le deuxième mouvement, la deuxième partie, Raphaël peut intervenir par le biais d'une phrase simple négative. J'en ai jamais entendu parler, donc surtout l'adverbe jamais, accentue et met un effet supérieur. Oui, ça accentue un petit peu l'effet de l'ignorance, accentue l'ignorance. Et par conséquent, comme Rastignac est choqué de cette réponse si soudaine et on pourrait dire entre guillemets brutale de la part de Raphaël, il va l'insulter en le comparant, en le désignant par l'adjectif cafre. Enfin, tu es un cafre, c'est une insulte qui signifie, ça désigne une partie de l'Afrique, donc c'est en gros l'insulte d'Africain, donc c'est une insulte qu'on pourrait dire raciste. Et comment il le dit? Il le dit pas de manière sérieuse, il le dit de manière ironique, en se moquant de lui, en se raillant de lui. On a cette information-là par la didascalie, entre guillemets, dit Rastignac, de quelle manière? En riant. Et il est très choqué, et en ce sens, il déploie par une négation ne pas connaître Fodora, ce qui est un point de présentation, qui indique son étonnement, sa surprise excessive à l'idée que Raphaël ne connaisse pas du tout Fodora. On pourrait même tout de suite passer, donc je fais un petit bond pour avant, je reviendrai ensuite en arrière, dans cette idée de cafre, l'insulte, qui est répétée à la ligne 9-10. Quand il lui réinsulte, il va au-delà, il accentue l'insulte, c'est-à-dire il déclare par la négation qu'il n'est même pas un cafre, en présence de l'indicatif. Il déclare ensuite, donc séparé, ces deux propositions sont séparées par une ponctuation qui est une virgule, donc elles sont juxtaposées. On peut les relier ou séparer par la virgule. Et il déclare, tu es, donc toujours avec en présence de l'indicatif, tu es la bête intermédiaire, suivie la proposition subordinative qui joint le cafre à l'animal. Donc, elle est introduite par le nom commun bête elle est introduite par le pronom normatif qui, elle, se rapporte à la bête. Et c'est une autre insulte. C'est au-delà. Il dit pas que c'est un animal, il dit pas que c'est un cafre, mais il dit que c'est entre les deux. Donc, c'est quand même au-delà du cafre. On est quand même au-delà. Donc, il y a quand même cette idée d'insulte. Il le dit de manière ironique, mais il l'insulte quand même. On revient maintenant un petit peu en arrière. Comme j'avais dit, on refait un bond un peu en arrière.
on en était à la ligne 7 environ, voilà, avec la description de la femme, où il parle donc de la femme de Fodora, hein. Rastignac la présente comme une femme à marier, et ensuite il emploie une PSR, position subordinative, introduite par le pronom relatif qui se rapporte à une femme qui possède près de 80 000 livres de rente. Donc, il y a toujours cet enjeu, un peu cet angle de vision économique, financier, où en fait il déclare une femme à marier, il sous-entend on peut se marier avec elle puisqu'elle est riche. Donc là, l'idée de la fortune dont il parlait à Raphaël, c'est que Raphaël pourrait en soi, entre guillemets, se marier avec elle parce qu'elle est riche, et là, ce serait une fortune qu'il aurait, mais par chance. Donc là, c'est l'idée, en comprenant mieux la théorie de la fortune, donc parce que la théorie de la fortune qui s'opérerait. L'inconvénient, c'est que donc il y a une autre proposition qui suit, mais elles sont juxtaposées ou séparées, enfin, on pourrait dire elles sont reliées ou séparées par une juxtaposition qui est une virgule, une ponctuation qui est la virgule, qui ne veut de personne, ou encore donc il y a une autre PSR dans la PSR, donc il y a une mise en abîme des PSR entre guillemets, où donc personne ne veut. Ça, c'est un inconvénient, c'est que elle est disponible, mais le problème, c'est que soit personne ne veut d'elle, mais on va voir pourquoi avec son caractère parfois, soit elle ne veut de personne. Et ensuite, à la ligne d'après, donc là on est vers la ligne 9-10, il continue de la décrire. Et là, il emploie. Donc au début, il faisait son éloge, et là, entre guillemets, c'est pas qu'il va faire son blâme, mais il y a l'expression juste après qui est un peu péjorative. En effet, il déclare espèce de problème féminin. Le plus gros, enfin, ce qui est problématique, c'est le cas de dire, c'est le nom commun problème, le problème qui se rapporte au nom commun féminin, enfin, qui se rapporte à la femme, c'est un problématique. Déjà, il la traite d'espèce, il la définit même pas, il emploie le nom commun espèce, suivi du nom commun problème. En fait, il déclare, il dit que c'est quelque chose de quelconque, c'est même pas assez imprécis, et en plus, c'est un problème. Donc là, on est passé d'un angle positif, amélioratif, à un angle un petit peu de critique négative, péjoratif. C'est pour ça que là, on a affaire à un portrait ambivalent, c'est-à-dire ambivalent dans le sens où ça s'oppose. Au début, il la décrivait comme parfaite, comme une femme à la mode, qui est très riche, qui est très belle, une femme qu'il faut épouser, quoi, qui est, entre guillemets, il faisait un peu de la pub. Et puis là, finalement, en fait, il la décrit de manière péjorative, donc il emploie une grosse ambivalence. Et un deuxième chiasme, un peu pas péjoratif, mais qui pourrait être péjoratif au niveau des origines. Il déclare en effet une Parisienne à moitié russe, une Russe à moitié parisienne. Donc forcément, si elle est parisienne et russe, bah, si elle est 50-50, 50% de chaque, elle sera autant parisienne que russe ou russe que parisienne. Donc ça, enfin, soit c'est logique. Mais de parler des origines comme ça, une russe à moitié parisienne, c'est un petit peu. Il l'exprime d'une manière, surtout avec le point d'exclamation, la ponctuation, point d'exclamation, Rastignac l'exprime de manière assez, pas péjorative, mais un peu quand même. En tout cas, c'est pas amélioratif, ça c'est sûr. Donc avant, on va voir juste après qu'il va reprendre un discours élogieux, mais juste avant, il emploie une hyperbole, une femme chez laquelle, euh, on va dire chez elle, hein, c'est pas dans elle, hein, évidemment, c'est pour ça que c'est un peu hyperbolique, c'est exagéré, que c'est dit toutes les productions romantiques qui ne paraissent pas. Euh, c'est c'est pas une maison d'édition, Fedora, c'est pas, enfin, c'est pour ça que c'est hyperbolique, c'est-à-dire que il y a des relations amoureuses qui s'éditent ou pas dans elle, mais enfin, c'est pas dans que ça la compose, c'est dans d'un point de vue moral. C'est pour ça que c'est un peu hyperbolique. Après, comme j'ai dit, reprend un discours élogieux hein, par l'emploi du superlatif. La plus belle femme de Paris, donc il y a encore ce compliment autour de la beauté. Et aussi la plus gracieuse, donc il y a une gradation. On passe d'une beauté, donc elle est belle, à elle est gracieuse. Avec grâce, ça se rejoint un petit peu à la louange, à l'admiration, à la divinité. C'est un peu ce genre lexical qui se rapproche de la divinité. Donc gracieuse, il y a vraiment une gradation, c'est ce qu'elle veut dire. Voilà, après, donc il réinsulte hein, de manière gradative, entre guillemets, enfin, avec une gradation ascendante, Raphaël, mais bon, ça je l'avais déjà dit, donc je ne vais pas revenir dessus. Et ensuite, je passe juste à la ligne d'après, donc c'est ce qui conclut ce deuxième mouvement, c'est son départ. Juste après l'avoir insulté en le comparant, en lui disant que c'est une bête intermédiaire entre le cafre et l'animal, il le déclare par le biais de deux adverbes, adieu à demain, qui signifie que bah, il va partir, et un autre jour va s'opérer. Et il y a la didascalie qui suit, donc la phrase simple, il fait une pirouette et disparut sans attendre, ma réponse. Le verbe au passé simple fit, il fit une pirouette et disparut, le deuxième verbe.
les deux verbes conjugués au passé simple, un nous indique que là il est vraiment parti et qu'une autre scène, enfin un autre passage va s'opérer qui est le troisième et dernier mouvement. Donc voilà pour le mouvement 2, et là on passe dans le troisième et dernier mouvement où Raphaël se trouve tout seul et nous arrivons donc dans un monologue intérieur où il va, dans son cerveau, dans son esprit, il va remijoter un petit peu, ça va mijoter un petit peu cette idée de Fedora qu'il a, un peu cette conférence sur Fedora qu'il a eue de la part de Rastignac. Il va réfléchir un petit peu. Ça va lui tracasser l'esprit, ça va lui occuper l'esprit, voilà. Donc nous sommes actuellement dans le monologue intérieur qui commence par une question rhétorique, donc il se pose des questions mais à lui-même, donc il ne va pas se répondre à lui-même, enfin, ça paraît très absurde et étrange. Je cite à la ligne 14, comment expliquer la fascination d'un nom? Fedora me poursuit, donc il y a l'hyperbole me poursuivre, hein, Fedora, dans la vraie vie elle le poursuit pas, elle le poursuit dans ses esprits, il y a le nom Fedora qui le poursuit dans ses esprits, mais elle le poursuit pas physiquement, c'est pour ça que c'est une hyperbole, c'est hyperbolique. Et il y a une comparaison comme une mauvaise pensée, donc il y a un côté péjoratif, là il est en train de comparer Fedora à une mauvaise pensée qui l'attaque, avec laquelle en effet on cherche à transiger. Ensuite, il y a une personnification qui met en valeur, entre guillemets, la personnification de la voix qui lui dit tu iras chez Fedora, qui lui donne un ordre. Donc, une voix, enfin, elle est quand même assez personnifiée. Évidemment, une voix, ça parle, mais la voix en tant que telle, non. C'est quelqu'un qui parle avec sa voix, en usant de sa voix. Raphaël, il se parle à lui-même en usant de sa voix. Rastignac qui parlait à Raphaël en usant de sa voix. Mais une voix toute seule, entre guillemets, qui parle, c'est assez étrange, il la personnifie. Une voix, c'est quelconque, c'est pas vraiment un objet, mais ça se décrit pas comme un humain non plus. Donc voilà, c'est pour ça qu'il personnifie. Et cette voix est d'autant plus personnifiée à la ligne suivante, donc à la ligne 16, par les verbes conjugués au passé simple, pour l'imparfait, excusez-moi, qu'elle mentait, qu'elle écrasait. Donc mentait, écrasait, ça indique que même il y a des actions physiques assez brutales, assez violentes et assez négatives que réalise la voix. Donc voilà. Il y a toujours cette poursuite. Elle écrasait, donc qu'elle mentait, qu'elle écrasait tous mes raisonnements avec ce nom Fedora. Il y a toujours cette poursuite du nom, de l'importance du nom Fedora. Il y a l'onomastique du nom Fedora. Pour finir ce troisième et dernier mouvement, il y a comme un effet de rupture avec cette fois-ci la conjonction de coordination mais, qui crée un stop et qui crée une opposition un petit peu, enfin, pour comparer. Ce nom, cette femme, je cite, n'était-il pas le symbole de tous mes désirs et le thème de ma vie? Donc là, c'est une deuxième et dernière question rhétorique que se pose Raphaël sur notamment, ça met en valeur, enfin ça demande l'importance, c'est un peu le symbole de l'importance de l'onomastique du prénom Foodora. Il se demande, c'est pas le symbole de tous ses désirs et la tête de ma vie. Est-ce que Foodora, ce serait pas une réponse un petit peu à son désespoir en fait qui veut se suicider? Est-ce que ce serait pas justement ce qui pourrait l'aider à réaliser ses désirs? Et par conséquent, le thème de sa vie, son héros, son idole de vie, quoi. Donc voilà. Nous en venons par conséquent, donc, après avoir fini ce troisième mouvement et le texte, à la conclusion, où à travers cet extrait, nous avons eu une introduction comme dans Le Menteur de Pierre Corneille, où Cliton nous introduit Dorante à la vie parisienne. Bah là, c'est pareil. Ici, Eugène de Rastignac introduit Raphaël à Paris, à la ville de Paris, et Paris à cette époque, donc Paris dans toute sa société, dans la mondanité, comment ça se déroule, la maison de Paris. Il présente un petit peu les thèmes abordés, donc il y a beaucoup un rapport avec l'argent. Il comparait les hommes qui parlaient d'argent comme Chrysostome, quand il fait une métaphore et le chiasme de la fortune, quand il parle de Fedora, on dit que c'est une femme riche, donc il y a cette idée d'argent qui est assez présente, puisque les modernités s'opèrent, se réalisent par des nobles ou des bourgeois, etc., des personnes assez aisées. Et ensuite, dans un second temps, il présente le portrait ambivalent, enfin globalement ambivalent de Fedora, la belle Fedora. Au début, il fait son éloge. Il crée quand même une opposition par le fait que a quand même son sacré caractère. Hein, soit personne veut d'elle, soit elle veut de personne. Ensuite, elle le traite de manière indéfinie, espèce, ensuite de problème, donc c'est négatif féminin. Puis ensuite, il refait son éloge, la plus belle, la plus gracieuse. Donc c'est pour ça que c'est un portrait un peu ambivalent, surtout par l'opposition entre les deux. Et enfin, il y a, quand il part,
et qui laisse Raphaël un peu mijoter dans ses pensées, il y a cet esprit un peu, ce nom de Fedora qui poursuit Raphaël dans ses pensées. En même temps, ça le poursuit, ça le fait souffrir, ça l'écrase, ça écrase ses raisonnements, etc. En même temps, ça peut être peut-être, justement, ce qu'on peut servir en ouverture, une introduction à la suite. Et donc, justement, en ouverture, nous pouvons nous demander est-ce qu'il va y avoir une relation entre Fedora, est-ce qu'il va bien, est-ce qu'il va bien y avoir une relation entre Fedora et Raphaël? Si oui, comment va-t-elle, comment va-t-elle se dérouler, etc., etc. Il y a cet enjeu autour de la relation entre les deux sur laquelle nous pouvons nous interroger, nous pouvons analyser. Donc ça, c'est une première ouverture. Et deuxième ouverture, c'est effectivement, donc, ça se joint à la première, hein, c'est cette idée de savoir, c'est qu'en fait, ce qu'a prédit, ce qu'a décrit Rastignac, est-ce que c'est bien le destin, est-ce que c'est bien une prophétie à ce qui va se passer après, à l'avenir. Voilà pour le texte 10. Je vous remercie pour votre attention et votre écoute. Prochain texte, le texte 11. Donc, troisième et dernier texte sur la peau de chagrin de Noël Balzac. Puis ensuite, le texte 12, comme je l'avais dit, sur le germinal. Donc, c'est une œuvre complémentaire d'Émile Zola. Et après, il y aura la séance, donc texte 13, 14, 15 et 16, avec une œuvre complémentaire sur le genre de la poésie. Et avec comme œuvre principale, donc 3 œuvres dessus, Les Cahiers de Douai d'Arthur Rimbaud. Voilà, je vous remercie.